j'ai toujours voulu faire quelque chose moi-même qui change les choses. Tu sais, je veux pas attendre après que quelqu'un sorte une technologie ou peu importe. Donc, il y a ce sentiment de je peux appliquer toutes les choses que j'apprends d'une manière pratique pour pouvoir vraiment changer les choses puis faire des avancées. Donc, c'est incroyable de ce côté-là. Beaucoup de stress aussi, c'est sûr. Tu sais, quand on nous appelle au beau milieu de la nuit puis qu'on nous dit que quelque chose fonctionne plus, on se lève, on panique puis on commence à coder. Bienvenue dans 100 mètres, le podcast où on parle de droit sans artifice, sans prétention et surtout sans trop se prendre au sérieux. Aujourd'hui, c'est un podcast très spécial pour nous et vous allez le voir, pas comme les autres. Parce qu'effectivement, on a invité de nombreux juristes à 100 mètres au courant des dernières semaines, mais on n'avait pas encore invité, soit un expert en technologie ou encore, un justiciable. Mais aujourd'hui, ça va changer parce qu'on a décidé d'inviter notre CTO, donc Samuel Valbonzil, question de parler d'intelligence artificielle. Samuel, je connais personnellement depuis 7 ou 8 ans déjà. Et vous allez le voir, c'est un individu d'exception qui est vraiment passionné par la technologie. En plus de son travail avec notre équipe, Samuel est influenceur en IA et également consultant en intégration de technologies d'intelligence artificielle pour les entreprises et les PME d'ici. Alors sur ce, on se lance. Bienvenue au 4e épisode de 100 mètres. Samuel, super content de te recevoir à 100 mètres, même si en fait on se parle à tous les jours, là, donc ça fait pas vraiment un changement du quotidien, mais quand même, écoute, avant de se lancer dans le vif du sujet, donc dans l'interconnectivité, l'interrelation entre le droit et l'IA, bien évidemment, la raison de pourquoi on est ici aujourd'hui, en préparant le podcast hier, parce que oui, là, je suis dernière minute quand même. Il y a une question qui m'est sautée à l'esprit, puis je trouvais que c'était un super bon casse-glace. Donc, je vais te la poser. Si l'IA devait inventer ou créer un titre pour ta biographie, ça serait quoi? OK, full disclosure, on a demandé à l'IA avant de nous générer des options, puis je vais t'en lire 2 que j'ai vraiment aimées. Fait que la première, c'est CTO de jour, influenceur d'IA la nuit et champion de « je peux pas, j'ai un meeting ». Ça résume extrêmement bien. Mais c'est vrai aussi, c'est tellement vrai. Cherchez-moi pas, je suis pas là. Et puis, la deuxième, c'était l'IA pensait le remplacer, mais il a décidé de l'embaucher. Ça résume pas mal ce qu'on a fait ici. De sages mots de l'IA qui accepte même, tu sais, elle accepte ton leadership, c'est ça. Elle a pas de problème avec ça, c'est bien. C'est un employé qui se comporte bien quand même? Quand même, assez. Des fois, il faut la talonner un peu, mais c'est correct. Super. Écoute, j'ai dit un peu dans l'introduction que tu étais influenceur, consultant en IA également. Peux-tu m'en dire un peu plus? Qu'est-ce qui t'a mené à t'intéresser à l'IA, mais également à te lancer comme influenceur? Comme je savais même pas que ça se pouvait être influenceur en IA. Ouais, honnêtement, moi non plus, j'en avais pas vu beaucoup avant moi. Et puis maintenant, de nos jours, c'est tellement un terme commun pour ce sujet-là. Mais en gros, l'IA, ça commence d'abord par une passion pour la technologie. La petite anecdote, c'est que quand j'étais petit, j'avais des camps de jour, mais familiales. Fait qu'ici, on est habitué d'aller dans un camp organisé. Des fois, c'est du basket, des fois, c'est général. Mais moi, j'avais la chance. J'allais les étés pendant comme 2 semaines chez mon oncle, qui est d'ailleurs physicien, puis qui travaillait chez des grosses compagnies le fun comme l'école MIT, ou bien il a travaillé chez Lockheed Martin aussi, plein d'affaires vraiment cool. Et puis, il faisait des camps avec un sujet spécifique sur la science, puis il nous montrait comment apprendre ce sujet scientifique-là. Puis il y avait beaucoup de technologie, puis j'étais passionné. Il y en avait sur la musique, le vent, tout ça. Puis à partir de là, j'ai vraiment commencé à toujours aimer la technologie. Donc, je suivais ce type de choses-là un petit peu de près depuis le départ. Puis ensuite, quand ChatGPT est sorti, en fait, quelques mois avant, quand ils avaient le Research Preview, c'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'IA générative. Puis je me suis dit, la meilleure manière d'apprendre, c'est toujours un peu d'enseigner, comme on dit, tu sais. Donc, j'ai décidé de faire la même chose. Fait que je pense que c'était autour de novembre de 2023 ou quelque chose comme ça, j'ai lancé mon compte. Et puis, on est rendu là. Ça a pris une ampleur bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, là, mais c'est vraiment le fun. C'est quoi le type de contenu que tu publies? Dans le fond, en ce moment, juste précision, j'avais arrêté, mais tu me pousses puis tu m'encourages à recommencer. Fait que je pense qu'on va faire ça cette année. Mais c'était vraiment des vidéos sur comprendre comment l'IA, ça fonctionne, des tips pratiques pour l'utiliser dans nos vies, puis vraiment un petit peu la face cachée de l'IA, puis ce qu'il faut savoir que tu ne saurais pas si tu n'es pas dans le domaine à fond. Ben oui, puis ce qui est quand même drôle, c'est que
sais, on est amis dans la vie de tous les jours, là. Puis je suivais ton compte personnel, mais je ne suivais pas encore ta page, d'influenceur, on va dire, là. T'es pas abonné. Non, je n'étais pas abonné avant. Puis là, tout d'un coup, je tombe sur une publication, une vidéo, puis je me dis, coudonc, je le connais, lui. Puis c'était comme 2,5 millions de vues, genre 100 000 commentaires. Je suis comme, voyons donc, comme, à quel point ça fait 2 mois qu'on se parlait moins. Je sais à quel point en 2 mois, sa vie a changé. Puis là, je suis allé sur son profil, je t'ai stalké un petit peu, je me suis abonné. Mais justement, en termes de performance puis de statistiques, là, tu dis que ça a quand même fonctionné. Ça ressemble à quoi? Ouais, c'était pas mal fou, man. J'ai jamais pensé que ça aurait pris une ampleur aussi grande et aussi rapidement, surtout. Mais du côté abonné, la dernière fois que j'ai regardé, c'était dans les alentours de, je pense, 23 000 combinés Instagram et TikTok. Puis ensuite, pour les vues, c'est surtout quelques vidéos qui ont eu un succès fulgurant, là. Donc, je pense qu'on est comme bien au-delà de 25 millions. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Wow! Puis c'était quoi ton vidéo qui a le mieux fonctionné? C'était celui où est-ce que je parlais du nouveau mode de voix de ChatGPT. Je pense que c'est une combinaison du fait que j'étais un des premiers à traiter le sujet parce que j'ai vraiment fait la vidéo dès que c'est sorti. Puis aussi que c'est tellement une technologie qui est impressionnante. Fait que les gens ont vraiment partagé ça partout. Ah, super. C'était quoi ton premier contact, ta première impression de l'IA? Tu as mentionné ChatGPT, là, 2-3 mois avant sa sortie. Mais c'est quoi ta première impression? C'était quoi qu'est-ce que tu ressentais, là? Je te dis, les premières semaines que j'ai commencé à vraiment y aller à fond dans l'IA, il y avait une couple de fois parce que la nuit, genre, j'étais juste réveillé puis je regardais le plafond puis j'étais comme, mais me semble que ça va changer le monde, toute cette affaire-là, tu sais. Puis à ce moment-là, les gens comprenaient pas. La première fois que j'ai utilisé ChatGPT, la version qu'on est tous habitués, là, j'ai demandé de faire un poème sur mes parents. Puis il l'a fait parfaitement. Puis c'était dans la période de Noël. C'était cute, mais le fait qu'ils les connaissent pas, puis que je donne quelques détails, puis il le fait parfaitement, j'ai couru, je suis allé leur montrer c'est quoi. Puis, tu sais, les deux, ils avaient la face un peu comme, OK, c'est bien, il y a un poème, c'est toi qui l'as écrit. Ils comprenaient pas encore, tu sais, que c'était de l'intelligence qui se cachait derrière l'écran. Fait que, non, ça m'a atterré d'abord, puis ensuite, ça m'a juste boosté pour voir que le monde va changer pour le mieux, selon moi. Ouais, selon moi aussi, c'est certain. On est dans le domaine là, de l'intelligence artificielle, donc faut prêcher notre propre paroisse, là, comme on dit, c'est certain. Mais là, pour se lancer vraiment dans le vif du sujet, là, au niveau de l'intelligence artificielle, donc tu as mentionné que tu démystifies un peu le sujet, le domaine avec tes comptes Instagram, TikTok, que tu l'as enseigné également. Si tu avais en fait à expliquer l'IA et toute la terminologie, qu'on parle de grands de LLM ou encore d'agents même en IA ou même des types d'IA, tu dirais quoi à quelqu'un qui peut-être a des bases en IA, mais qui est pas tant familier avec le domaine en soi? Donc, c'est quoi l'IA? Ouais, pour tout le monde qui écoute, je pense que la manière la plus facile de le comprendre, c'est que on utilise les ordinateurs de 2 façons différentes. La première, c'est pour suivre une série de règles que nous, on a programmées nous-mêmes. Donc, généralement, coder, c'est ça à quoi ça sert. Donc, par exemple, ceux qui ont des clickers pour le garage, mais tu arrives avec ta voiture devant le garage, et puis ce que tu fais, c'est que tu cliques ton bouton, et puis l'ordinateur qui est sur le moteur sait que quand le bouton est cliqué et qui est assez proche, il monte la porte de garage si elle est fermée, puis si elle est fermée, il la descend. Fait que c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est des règles. Mais l'intelligence artificielle, où c'est différent, c'est qu'au lieu de donner une série de règles préétablies, on part avec de la donnée au lieu et on laisse l'ordinateur apprendre les règles par lui-même. Donc, c'est sûr qu'on va le guider, dépendamment de si c'est de l'apprentissage supervisé ou non supervisé. Sauf que, vraiment, en général, c'est ça. C'est qu'on prend la donnée comme un humain ferait. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui veut apprendre à ouvrir la porte de garage à chaque fois que sa mère arrive à la maison, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder sa montre. OK, normalement, elle arrive vers 4 heures, puis il va faire tout ça. Et on peut programmer l'IA pour regarder beaucoup de données, faire un peu la même chose. OK, puis quand tu dis programmer l'IA pour faire des tâches, est-ce que ça se fait avec ChatGPT, par exemple? Donc, c'est quoi les types d'IA qui existent? Oui, exact. Donc, il y a 2 types d'IA principales. Donc, celle qui est déterministe et puis ensuite celle qui est générative. Et générative, c'est ça qu'on est habitué dans ChatGPT, dans Claude, dans tous les modèles de langage large dont tu as parlé. Puis ça, dans le fond, c'est vraiment de la prédiction du prochain mot. Fait qu'une manière de l'illustrer qui est vraiment facile, c'est, tu sais, Harry Potter. Tu prends un gros livre comme ça, et puis bien sûr, c'est un livre qui a déjà été écrit. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer par prendre une page dans Harry Potter, puis ensuite bloquer un mot. Et tu vas donner à ChatGPT ce type d'exemple-là, où est-ce que ce même mot est bloqué, jusqu'à ce qu'il arrive à comprendre que, OK, dans une série de phrases, si je dis «
I am, le prochain mot, souvent, ça va être here, I am here. Et donc, ils veulent compléter, ou bien des exemples français aussi. Et puis, avec le temps, avec le plus d'exemples possible, tu es capable de venir cacher de plus en plus de mots jusqu'à un point où est-ce que ChatGPT peut carrément, à partir d'un petit prompt comme « donne-moi un essai sur tel sujet », est capable de le générer au complet lui-même. OK. Puis c'est quoi le deuxième type dont tu parlais? Oui, c'est ça. Donc, le deuxième type, ça serait plutôt au lieu, prendre tout un amas de données et ensuite aller déterminer quelque chose de très précis. Donc, dans notre exemple, justement, avec le clicker de bouton pour le garage, ce que ça pourrait être, c'est, par exemple, entraîner une IA avec énormément d'images différentes pour qu'elle puisse reconnaître les autos. À quoi ça pourrait servir? Ben, à partir de ce moment-là, tu peux mettre une IA dans ta caméra de sécurité à la maison, puis à chaque fois qu'elle voit une auto dans le driveway, elle ouvre le garage. Fait que ça, c'est une IA vraiment qui a un but précis, c'est est-ce que la chose devant moi est une auto, oui ou non? Mais c'est pas génératif dans le sens où est-ce qu'il peut aller puis donner des mots, avoir des discussions, etc. Puis par curiosité, c'est quoi les outils d'IA que tu utilises dans ta vie de tous les jours? Donc, comment ça se matérialise dans le quotidien de Samuel Valbonzil? Ben c'est sûr que je pense que j'en utilise beaucoup plus que la personne moyenne. C'est un peu ma passion, c'est sûr. Mais je te dirais, comme tout le monde un peu, j'utilise beaucoup de modèles de langage large, ChatGPT, etc. C'est vraiment un peu l'élément central, je trouve, qui fait une différence parce qu'on est capable de communiquer avec directement, ce qui est une révolution complète par rapport à n'importe quel autre ordinateur qu'on a eu dans le passé. Donc, ChatGPT, c'est sûr. Ensuite, générer des images, c'est sûr que c'est le fun. Je t'en avais envoyé là, de l'équipe Legal Census. On était en super-héros. On la mettra peut-être quelque part ici, mais c'est sûr, c'est toujours le fun. Et puis surtout, les modèles qui sont capables de transcrire la voix et aussi d'en produire, ça, c'est incroyable. Puis justement, comme tu sais, avec Legal Census, on a des petits plans pour rendre ça vraiment accessible, mais c'est incroyable, ces modèles-là. Ah oui, définitivement. Puis d'ailleurs, parlons-en un petit peu de l'aventure Legal Census. Donc, quand j'avais eu l'idée sur ma première session, à la fin de ma première session en droit, je t'en avais parlé parce qu'en fait, je voulais recruter des développeurs, là, puis je me disais, tu dois avoir quand même un grand réseau de contacts, étant influenceur et consultant dans le domaine. Ça nous a emmené finalement à devenir partenaires, puis à travailler activement et proactivement, en fait, quotidiennement ensemble. Donc, c'est comment être CTO d'une compagnie en IA? Ben, je suis en otage en ce moment, fait que je vais dire que c'est le fun. Non, c'est vraiment incroyable. Depuis que je suis petit, je pense qu'on est très similaires là-dessus, puis je pense que c'est pour ça que ça a cliqué. Ouais. J'ai toujours voulu faire quelque chose moi-même qui change les choses. Je veux pas attendre après que quelqu'un sorte une technologie ou peu importe. Donc, il y a ce sentiment de je peux appliquer toutes les choses que j'apprends d'une manière pratique pour pouvoir vraiment changer les choses puis faire des avancées. Donc, c'est incroyable de ce côté-là. Beaucoup de stress aussi, c'est sûr. Tu sais, quand on nous appelle au milieu de la nuit puis qu'on nous dit que quelque chose fonctionne plus, on se lève, on panique puis on commence à coder. C'est sûr que c'est quelque chose, mais dans l'ensemble, c'est exactement où je voulais être. Fait que c'est vraiment incroyable. Ça me rappelle l'anecdote quand tu parles du stress puis la dernière minute. Les gens de qui je vais parler vont se reconnaître, c'est certain, mais je me souviens quand on est allé, on fait une ronde de financement, une pre-seed, et puis là, on avait une rencontre avec un grand fonds d'investissement privé de la région, et puis c'était un des premiers investissements privés qu'ils allaient faire. On demandait quand même une bonne somme, puis c'est sûr que moi, j'avais de l'expérience en pitch, mais dans ce contexte-là, une rencontre de 3 heures qui allait nous challenger au niveau technologique, au niveau financier, au niveau du concept, au niveau de la mission, de la vision, des valeurs. Bon, c'est sûr que c'est quand même une première pour nous deux. Et puis, la veille, on avait eu l'idée. On s'était dit, on va faire une démonstration. Puis c'est notre fonction, le code civil en scénario. Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, là, on a une fonction que, disons, on parle de l'article 25 et puis le principe, c'est nul ne peut aliéner son corps de façon onéreuse. Donc, en d'autres termes, on peut pas commercialiser une partie ou un produit de notre corps. Donc, le sang, on peut pas le vendre. Ton rein, je pourrais pas te l'acheter. Mince, donc des choses comme ça. Et il y a beaucoup d'apprentissage quand même au niveau des dispositions législatives qui se font par des exemples. Donc, notre professeur va nous dire, je vais prendre un exemple. Imaginez que vous êtes un médecin, vous avez une opération à faire, vous avez une pénurie de sang, puis là, pourriez-vous appeler votre ami ou parler à un passant dans la rue puis lui proposer comme $400 pour son sang? T'sais, non, ça marche pas. C'est l'article 25 qui le dit. Donc, ça, c'est la démo qu'on voulait faire. Cette fonction-là, c'est la seule qui fonctionnait à l'époque. On a quand même bien fait. On a quand même réussi à vendre la vision avec un document PDF et seulement une fonction qui fonctionnait. Mais là, ça nous donne raison. L'histoire, ça fonctionne maintenant, fait que c'est super. Mais mon point là-dedans, c'est qu'on avait eu l'idée de se dire, au lieu que les exemples que ça génère, ça soit comme des noms au hasard, comme Marie, Joséphine, peu importe, pourquoi pas hard code
les noms des personnes qui allaient être autour de la table. Parce qu'on les connaissait, les noms. Je vais pas dire les noms là, par souci de confidentialité, mais on va dire que ça s'appelait X, Y et Z. OK? Donc, peu importe l'exemple que ça allait générer, ça allait être X parle à Y de telle chose, est-ce que Z peut comme se mêler à l'affaire ou quoi que ce soit. Et il y en avait 2 là-dedans qui étaient mariés, mais qui sont encore mariés, là, sont mariés. Donc on va dire que c'est A et B. Et toutes les dispositions liées au mariage, je t'ai dit, hey, il était peut-être 10 heures la veille, là, puis c'est le lendemain matin. Y a-t-il une manière que toutes les dispositions législatives liées au mariage, ça soit toujours les mêmes 2 noms, A et B? OK? Pour qu'on se autour de la table et puis qu'il y a un effet de surprise, d'incompréhension, de voyons donc. Tu sais, comme, comment vous avez fait ça de un, mais est-ce que c'est désiré ou c'est comme au hasard? Ah! On le sait pas. Hein, on garde le mystère. Puis c'était couché à quelle heure? Je m'en rappelle plus. On va dire que je sais pas si j'ai dormi cette nuit-là, mais par contre, ça a bien fonctionné. Fait que je suis content de l'avoir fait. C'est ça. C'est ça aussi qui est le fun, hein, d'avoir une équipe engagée puis proactive là, qui partage une vision ensemble. C'est que n'importe quelle idée niaiseuse, n'importe quel rêve qu'on se dit, c'est plus un fun fact, c'est pas un must-have. C'est un nice to have. On va être passionnés ensemble de ça. Puis les heures de sommeil, les heures de travail sont comme quasiment pas comptabilisées. On se dit juste, on a un but, on veut l'atteindre, puis c'est le fun. C'est à faire. On va se le dire. C'est trippant adrénaline le lendemain, là, pareil. Là, non, ça fonctionne. Mais surtout, je tiens à dire, on se connaissait avant, comme Charles le mentionne, donc c'est aussi pour ça que je n'étais pas trop surpris. Je suis habitué à ces genres de shenanigans. Je sais pas le mot français pour ça. Mais non, en effet, on a une vraiment bonne équipe. Puis ce parcours-là, justement, je pense, il est possible seulement à cause qu'on a des gens comme ça. Ah, exactement. On est bien chanceux de t'avoir, puis aussi chaque membre de notre équipe. Là, donc, un grand merci à vous si vous nous écoutez. J'espère que vous nous écoutez, mais quand même. Donc, ouais, en fait, j'ai une question que je veux te poser, puis honnêtement, je connais pas d'avance la réponse que tu vas me donner. Tu dirais que c'est quoi les plus grandes incompréhensions ou les plus grands mythes que les gens croient sur l'IA? C'est une très belle question. Je pense qu'il y en a beaucoup. Je vais peut-être partir, on va dire, de la démographie la plus jeune à celle qui est plus âgée. Comme ça, on peut un peu passer à travers des cas types. Donc, pour les jeunes, il y a cette croyance que l'IA est absolue. Donc, je donne mon devoir et ensuite, ChatGPT va me ressortir la réponse parfaite sans erreur. Ça, bien sûr, c'est complètement erroné. Et le cas où l'IA est utile, c'est où est-ce que non seulement on surveille ce qu'il fait, mais on collabore avec pour produire une meilleure réponse qu'on aurait été capable de faire seul. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, plus on monte en âge, je pense que c'est vraiment l'incompréhension par rapport à ce que c'est. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va prendre le contrôle de la planète Terre du moment où ça se connecte à Internet, ce qui, bien sûr, est complètement faux. Et d'autres qui pensent au contraire que c'est capable de rien et tout ce que ça fait, c'est recracher quelque chose qui existe déjà sur l'Internet. Donc, c'est comme une machine à copier-coller et il n'y a aucune créativité, aucune âme, rien de, dans le fond, créatif à l'intérieur, qui aussi n'est pas exactement vrai. Est-ce que c'était déjà arrivé d'être devant quelqu'un qui utilisait l'IA puis tu te disais, coudonc, il y aurait besoin d'un petit crash course, là, peut-être, là? Ouais, c'est sûr, j'en ai eu plein. Quelque chose que je me rappelle, en fait, qui est drôle, c'est un peu le même concept. Tu sais, le monde, ils sont sur Chrome, qui, bien sûr, est Google en soi. Donc, dès que tu es dans la barre de recherche, si tu tapes, tu es sur Chrome, ils tapent Google à l'intérieur pour trouver la page Google pour ensuite cliquer et demander leurs questions. Le monde font un peu la même chose souvent avec ChatGPT. Fait qu'ils vont arriver puis ils vont dire « J'ai une question ». Puis là, ChatGPT répond « OK, super, va à ta question. Est-ce que tu es prêt? » Oui, je suis prêt, donne-moi ta question. OK, ma question est pas mal longue, c'est-tu correct? Puis ce back and forth, puis c'est correct, là, il n'y a pas de problème, puis ça me fait toujours plaisir de leur enseigner comment ça fonctionne, mais je me dis un peu comme, ah ouais, en vrai. Ah mon Dieu, c'est quand même drôle. Est-ce que selon toi, l'IA, c'est la prochaine révolution technologique? Je pense pas que c'est apte de dire prochaine, je pense qu'on est dedans. Je pense que c'est la révolution technologique, non seulement de notre ère, mais probablement de l'histoire de l'humanité. La raison étant que c'est la première fois que l'intelligence, donc une caractéristique qu'auparavant on considérait complètement humaine, fait partie d'une transition technologique. Et donc, en réponse simple, absolument. Et jusqu'à quel point, toi, tu fais confiance à l'IA? Donc, est-ce que tu serais prêt, on va dire, à copier-coller une question telle quelle? Tu sais, étant comme, on va dire, expert dans le milieu, là, est-ce que tu vérifies ces sources? Comment tu l'utilises? Moi, la première chose, c'est toujours de venir créer une fondation pour l'IA de façon qu'elle me donne les bonnes réponses. Donc,
un exemple super simple. De nos jours, sur ChatGPT, il y a un petit bouton qui dit Search. Si tu cliques dessus, automatiquement, peu importe la question que tu demandes à ChatGPT, il va aussi aller chercher des sources en ligne pour pouvoir répondre. Donc ça, ce que ça fait, c'est que toutes les sources courantes qui ont l'information véridique, puis OpenAI, la compagnie derrière ChatGPT, a vraiment fait le processus de filtrer les bonnes sources, il va pouvoir les utiliser pour te donner la bonne information. Fait que dans le fond, tous les systèmes que j'utilise sont toujours un peu plantés dans la réalité, ce qui permet justement de minimiser les erreurs. Puis, j'ai aucun problème à lui demander une question directement comme ça. As-tu réussi à convaincre tes parents de l'utiliser ou pas encore? C'est ça qui est intéressant. Ça a pris du temps. Moi, je suis dans l'IA depuis des années et des années maintenant. Mais avec le temps, en me voyant être tellement plus productif, puis pendant certains moments, honnêtement, plus heureux. Tu sais, des fois, c'est juste le fun d'utiliser l'IA. Ah ouais. Ils ont commencé à l'utiliser, puis honnêtement, je pense pas qu'ils seraient capables de s'en passer à ce jour. Ah ouais. OK, ils sont quand même techno, là. Ouais, c'est sûr, c'est pas demander de coder une fusée non plus, là, mais pour des recettes et puis des listes d'épicerie, c'est pas mal pratique. C'est quoi les limites d'IA, de l'IA, en fait, aujourd'hui? Donc, comment est-ce que tu conseillerais aux gens de l'utiliser, puis jusqu'où aller là-dedans? Je pense que le mot copilote qui a été utilisé encore et encore à travers les dernières années, c'est un très bon mot. On veut un peu que l'IA soit notre coéquipier et non celui qui dirige toutes nos actions. Donc ça, c'est la première chose qui est importante. Puis ensuite, pour les limites, en ce moment, je pense que les gens qui sont pas au courant de l'IA seraient complètement choqués de la frontière de la science à laquelle l'IA opère. J'écoutais justement une interview de Sam Altman, le CEO de OpenAI récemment, puis il expliquait que dans le nouveau modèle qui s'appelle O3, il est sorti hier, fait que c'est le fun qu'on fait le podcast en ce moment, les scientifiques l'ont utilisé pas pour prouver des théories qui existaient déjà ou peu importe, pour aller créer de la nouvelle recherche scientifique. Donc ça, c'est où on est rendu en ce moment avec l'IA. Donc c'est incroyable. Mais les limites, c'est vraiment où est-ce que on peut pas lui faire confiance pour les applications pratiques dans la vie réelle. Donc c'est pas une question de OK, je demande au nouveau modèle O3, fais-moi un pont, puis ensuite j'utilise les matériaux puis je vais juste le construire. Bien sûr, il faut une vérification humaine. Puis surtout parce que en tant qu'humain, il y a plein de contextes qu'on a dans nos têtes qu'on pense pas à donner à l'IA. Et ça crée une barrière, malheureusement, qui va créer des erreurs, c'est sûr. Ben oui, puis c'est un peu comme un moteur de recherche Google, dans le sens que, tu sais, je vois des fois, des gens d'un certain âge, là, utiliser Google, et puis, tu sais, ils disent, ils veulent, on va dire, une recette de sauce à spaghetti. OK? Puis ils vont écrire recette sauce ou encore recette sauce Gatineau. Voyons, c'est quoi le rapport avec où le thé en ce moment, tu sais? Et là, bien évidemment, le moteur de recherche ne comprend pas vraiment ce qui est recherché. Donc, bien évidemment que les résultats ne seront pas super, on va dire, cohérents avec l'intention humaine derrière. Mais c'est la même chose au niveau, je trouve, de l'IA. Il y a tellement de gens, même des jeunes qui sont nés avec un téléphone cellulaire dans les mains, qui se disent « Ah, OK, bon, ben, j'ai une question de recherche ou quoi que ce soit. » Ils la posent sans contexte, sans objectif, sans barème, sans non plus mettre en fait tout le contexte, toutes les lectures qu'ils auraient pu faire au préalable, qui les a menés à définir cette question-là, même à la formuler de la manière qu'ils l'ont formulée, ils ne donnent pas accès. Et ça m'a fait réaliser à quel point le prompt engineering, là, comme on dit en anglais, je n'essaierai pas en français, je suis pas sûr, ingénierie de prompt, je sais pas trop, là. Mais à quel point le prompt engineering, c'est un art en soi. Et puis, selon moi, il y a beaucoup de gens qui sont craintifs face à l'IA, qui en fait ne comprennent pas réellement l'application et l'utilisation parce que quand ils l'ont utilisé, il n'y avait pas les notions de base en prompt engineering qui fait en sorte que, bien évidemment, que comme Google, la recherche et les résultats ne seront pas fiables. Donc, ce serait quoi tes conseils, des règles d'or, on va dire, pour écrire un bon prompt? Non, c'est sûr. Puis justement, sur ma chaîne, c'est un sujet que j'abordais beaucoup parce que à ce moment-là, le prompt engineering, je te dirais, est encore plus important que maintenant. En ce moment, ce qui se passe un peu, c'est que OpenAI et toutes les compagnies d'IA essayent de eux-mêmes donner aux utilisateurs des façons faciles d'interagir avec. Et donc, une méthode que je recommande qui nous rend instantanément meilleurs en prompt engineering, c'est d'utiliser la fonction voix à texte. Donc, c'est un petit bouton qu'il y a sur ChatGPT, ça ressemble à un micro, tu cliques dessus. Puis ensuite, tu te dis, si j'avais un stagiaire, une assistante, peu importe, devant moi, et qu'il fallait que je lui décrive la tâche que je veux faire, qu'est-ce que je lui dirais? Imagine qu'elle est extrêmement intelligente, mais elle n'a aucun contexte sur ce que je fais, puis tu le dis. Puis ce qui arrive, c'est qu'à cause que tu es en train de parler, tu te laisses... D'abord, c'est une barrière. Tu te dis qu'il faut que tu parles robotiquement parce qu'on est habitué à Siri qui ne fonctionne pas. Mais sérieux, c'est une technologie incroyable. N'importe quel accent, n'importe quelle langue, il va la comprendre. Donc,
tu l'allumes, tu parles librement et tu vas voir que ce que tu as écrit est tellement plein et dense d'informations. Maintenant, c'est ta formule secrète pour pouvoir recommencer et toujours avoir des bons résultats avec l'IA. Super. Ben, c'est un très bon conseil, en fait. Et puis, selon toi, est-ce que l'IA va à un certain point remplacer des emplois ou est-ce que plutôt c'est une opportunité d'en créer des nouveaux? Ben, je pense que c'est, dans le fond, un peu des deux. On a vu, par exemple, avec la nouvelle sortie du modèle de génération d'images 4O de OpenAI avec lequel j'ai fait la petite image. Là, on la remonte ici juste pour le fun. Merci. Que quelqu'un qui faisait du graphic design très, 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 très bas de gamme, mais qui auparavant semblait pas accessible à une personne lambda. Donc, par exemple, quelqu'un sur Fiverr qui va coûter comme 2 $ par photo ou peu importe. Cette personne-là, je pense que le nouveau réflexe, au lieu d'aller sur Fiverr pour un entrepreneur comme moi et toi ou peu importe, ça va être d'abord d'aller faire un peu les maquettes et tout ça avec l'intelligence artificielle. Maintenant, ce que ça remplace pas, c'est tout le côté stratégique, le côté professionnel. Donc, je pense que l'IA, c'est en fait une meilleure chose pour les experts. Parce que quand un client arrive avec sa demande de projet, au lieu de peut-être manquer le contrat parce qu'on n'a pas le temps de faire la maquette initiale qui va convaincre le client d'aller avec nous comme contracteur ou peu importe, bien, on va être capable de générer tout de suite ce qu'on a besoin pour ensuite aller chercher le vrai contrat un peu juicy là, qui nous rapporte plus d'argent puis surtout qui a besoin d'une expertise plus poussée. Fait que les deux. Super. Moi aussi, je suis bien d'accord avec ça. Fait que c'est parfait. Avant de se lancer un peu dans le deuxième segment, là, puis de parler vraiment de l'interconnexion avec le droit et l'IA, ou entre le droit et l'IA, je devrais dire, j'ai une série de questions en rafale que je veux te poser. OK? C'est un peu ludique, donc je veux pas des longues réponses, quoi que ce soit. Une phrase au maximum. Donc, t'es-tu prêt? OK, let's go. T'es prêt? Good. All right. Première question. Un outil d'IA que tu utilises à tous les jours? Raycast AI. Qu'est-ce que ça fait, Raycast? Dans le fond, Spotlight sur Mac, là, tu fais comme ça, puis ça cherche des applications. C'est pareil avec l'IA, incroyable. Très cool. Si tu pouvais automatiser une tâche dans ta vie personnelle, ce serait quoi? Faire à manger, s'il vous plaît. Ben d'accord. Le mythe le plus bizarre que tu as entendu sur l'IA? À minuit, les robots vont se réveiller et prendre le contrôle de la planète. C'est sûr, c'est vrai. Oui, c'est pas un mythe. c'est sûr. IA ou instinct? Tu choisis quoi pour prendre une décision rapide au quotidien? IA instinct. C'est pas un mot. Si tu pouvais avoir une IA dans ta tête, tu dirais oui ou non? On teste sur Charles d'abord, puis après ça, on me refait. C'est pas une réponse que j'accepte. Bon, on va dire oui, je vais me sacrifier pour les autres. Ah ouais? OK, bon, ben c'est bon, vous voyez, moi j'allais dire non. Fait que on va tester sur toi. Comme tu as dit, je vais renverser ta réponse initiale. Quelle est la compétence humaine que l'IA n'aura jamais? Le cœur. OK, peux-tu élaborer? Je pense que nos émotions, ils viennent pas seulement des procédés neurologiques qu'on a ou de la chimie dans notre cerveau. C'est aussi le fait qu'on a la même expérience du fait qu'on est sur Terre en tant qu'humain et on a une fin. L'IA, je pense pas qu'elle va être capable de ressentir ça un jour. Très sage, très sage. IA pendant tes études, tu l'as utilisé comment? 0 pendant la majeure partie, puisqu'elle n'existait pas encore, du moins dans sa forme actuelle. Ensuite, pour pratiquement tout, sauf les examens, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Résumer un arrêt de droit, bien évidemment, avec une IA. Acceptable ou paresseux? Proactif, productif. Donc, Sam, on est rendu au deuxième sujet, soit vraiment l'interrelation ou interconnectivité entre le droit et l'IA. Et puis, juste avant vraiment là, qu'on aborde tout le potentiel que l'IA offre en fait à l'industrie juridique, moi, je me demandais, selon toi, est-ce que de donner le pouvoir aux utilisateurs de poser leurs propres questions, tu sais, avec comme des chats, un peu comme ChatGPT va le faire, Claude ou encore quoi que ce soit. Penses-tu que c'est l'approche pour intégrer l'intelligence artificielle dans des professions, des domaines plus libéraux? Donc, on parle du droit, de la médecine, quoi que ce soit. Est-ce que tu penses que c'est la bonne approche ou est-ce que quelqu'un se trompe à quelque part? Je pense que ça va en faire partie, mais c'est pas toute l'histoire, tu sais. Parce que dans ces domaines-là, justement, on est vraiment habitué au protocole. Et donc, dès que tu peux intégrer l'IA de façon un peu native dans le protocole, tu vas faire des gains qui pourraient pas être cherchés avec juste un chat. OK. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Parce qu'au bout de la ligne, tu sais,
être bon en prompt et comprendre, vraiment de pouvoir tirer le maximum de l'IA, ben il faut quasiment avoir, je ne veux pas dire étudier là-dedans, mais tu sais, être un expert un peu comme toi. Comme je prends la comparaison entre nous deux, là, mais la personne que j'appelle moi-même, même si je suis bon en tech en général, pour m'aider avec l'IA, ben c'est toi. Parce que tu t'es vraiment spécialisé là-dedans, tu sais. Donc, mon point là-dedans, c'est que de demander à un juriste, à un médecin, tu sais, un parent juriste, de faire des heures et des heures et des heures de recherche pour bien comprendre comment tirer le maximum de l'IA, ben non seulement c'est réaliste, mais c'est pas non plus pourquoi ils gagnent un salaire. C'est pas leur valeur dans notre société. Donc, en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi de base. Je pense aussi que chaque cabinet devrait avoir, même les petits, un expert juridique à l'interne qui pourrait être un étudiant à la limite aux études à temps partiel parce que, ben, comme tu l'as dit, ça peut donner des dividendes là, pendant des années. Mais ouais, j'aime bien la réponse, super. Et comment l'IA, jusqu'à maintenant, a eu un impact ou a changé le monde juridique? Je pense que pour les tâches répétitives, comme dans n'importe quelle industrie, il y en a beaucoup, c'est sûr, dans le droit, et l'IA vient donner justement une efficience qui est complètement incroyable. Donc, ça, c'est probablement le gain numéro 1 pour le moment. Ouais. OK. Puis dans le futur? Dans le futur, ben, on en parle souvent, fait que tu connais un peu, mais c'est sûr que, premièrement, les relations clients, ça, c'est quelque chose avec lequel l'IA peut tellement aider, que ce soit d'être capable de notifier un client de certaines choses automatiquement ou de pouvoir venir faire des précisions qui ne seraient pas possibles avec l'emploi du temps extrêmement chargé, justement, d'un avocat. C'est incroyable. Ensuite, pour la facturation, on est aussi capable de venir un peu compléter le cabinet avec tous les départements qu'ils n'auraient pas forcément. Donc, que ce soit le marketing, que ce soit le service à la clientèle, toutes ces choses-là qui sont dispendieuses normalement et aussi ont besoin de beaucoup d'expertise, mais ça vient compléter l'avocat pour qu'il puisse justement être un peu l'homme à tout faire, mais aussi bon dans tout. Ben oui, tu as tellement raison parce que, tu sais, le droit, c'est une industrie en soi qui est extrêmement spécialisée. Donc, j'ai rarement vu un petit cabinet, on va dire, donc régional ou quoi que ce soit, avoir un département de service à la clientèle, de marketing, de design. Donc, les avocats ont des grosses journées, comme tu l'as dit, des fois des 12, 14, 16 heures. Et avec un ou une adjointe, tu sais, ben, c'est pas assez pour assurer une expérience clientèle qui soit digne des plus grands cabinets ou encore réellement pour permettre aux avocats de se promouvoir. De rendre le droit accessible, de remplir leurs obligations déontologiques. Là, je parlerai pas de droit puis des articles du code déontologique, mais quand même. Parce que faire un post LinkedIn, moi, je m'en rappelle, il y a une couple d'années, ça me prenait comme 2 heures. C'est-tu le bon mot? C'est assez professionnel? Les bons hashtags? Maintenant, ça se fait en claquant des doigts. Je coule mon café, il n'est même pas encore fini de couler, il est encore bouillant, bouillonnant, puis c'est déjà posté, tu sais. Donc, ça nous aide à être plus complet, je pense, comme professionnel. Puis ça dépasse réellement le droit, en fait, parce que tout expert peut mieux pratiquer son domaine d'expertise, mais à la fois mieux le diffuser, tu sais, mieux le partager et mieux le vivre avec autrui. Non, c'est sûr. C'est, dans le fond, là, l'IA, moi, comment je le vois, c'est que c'est un amplificateur. Donc, quand on pense vraiment à la valeur qu'un métier quelconque va venir apporter au client, eh bien, l'IA va pouvoir amplifier, multiplier la valeur qu'il vient apporter là-dedans. Donc, un avocat qui est incroyable en cours, c'est excellent. Mais un avocat qui est incroyable en cours et qui t'envoie des messages personnalisés, souvent pour pouvoir te dire ce qui se passe pendant ton procès ou qui est aussi capable de venir te faire un contrat d'une manière aussi bonne qu'un contract lawyer, quoi que ce soit, ça amplifie la valeur que tu peux venir apporter à ton client. Il y a 2 changements au droit que, selon moi, l'IA va apporter. Je connais déjà un peu ma réponse, mon opinion, mais je veux t'entendre là-dessus. De base, est-ce que tu penses que l'IA peut constituer un risque, en fait, pour la fabrication de faux qui vont être déposés comme preuve? Donc, on parle, dans le cadre d'une poursuite, d'un litige, quelqu'un qui déposerait un faux contrat ou encore une fausse photo, on va dire, qui démontre ou qui prouverait, entre guillemets, quelconque acte là, de la partie adverse. Penses-tu que l'IA, en fait, entre les mauvaises mains, peut représenter un tel risque pour notre système de justice canadien? Je pense que oui, c'est sûr. Ça serait pas mal être aveugle de ne pas dire que c'est sûr que c'est un risque. Et puis, je pense que pour un peu
donner aux gens toute la bonne information. Les deepfakes et tout ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Dans les visual effects qu'on a à Hollywood depuis très longtemps, ils utilisent justement des deepfakes, que ce soit pour rajeunir quelqu'un ou pour créer un nouveau personnage, peu importe. Mais tu m'as dit une fois, en m'expliquant vraiment le processus d'un procès et tout ça, qu'il y a déjà un peu une structure pour admettre en cours une preuve qui existe et donc qui peut venir aider avec ça. Fait que je sais pas si tu veux en parler un petit peu. Ben oui, exactement. Donc, tu as bien raison. Puis, je vais pas me lancer non plus dans toute l'admission en preuve là, de chaque document. Mais oui, tu as raison qu'il y a déjà des barèmes, en fait. Puis, tu sais, de démontrer la source de la preuve. Les métadonnées peuvent être super utiles. Et je pense qu'il y a une couple d'années, métadonnées, il n'y avait pas grand avocat qui comprenait c'était quoi. Aujourd'hui, ils vont le savoir, je pense, parce que c'est important. Mais moi, en fait, mon opinion, puis sans trop m'éterniser sur le sujet, mon opinion, c'est que la création de faux, c'est le mensonge. C'est une expérience humaine en soi qui remonte à, en fait, la naissance même de l'être humain, tu sais, comme espèce. Donc, mon point là-dedans, c'est que est-ce que l'IA présente une nouvelle manière de créer des faux? Oui. Mais les gens qui étaient vraiment motivés à en déposer en preuve utilisaient d'autres manières autrefois. Et ben, c'est pas l'IA vont trouver d'autres manières d'atteindre leur fin. Donc, je pense pas que l'IA, en fait, puis c'est personnel comme opinion, mais présente rien qui soit nouveau de ce côté-là. Je pense que c'est juste une manifestation avec un corps différent, mais de la même intention. J'aurais pas pu mieux dire. Ben, merci beaucoup pour ça. C'est pas mon invité non plus, là. On parle régulièrement, c'est sûr, des impacts de l'IA en droit. Hein, tous les jours, on en parle. Mais c'est des impacts technologiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut automatiser? Sur quoi on peut gagner du temps? Penses-tu qu'il y a des impacts, on va dire, en droit, qu'on ne voit peut-être pas, mais qui sont pas technologiques, mais que l'IA va peut-être nous forcer à changer nos manières de faire ou quoi que ce soit? C'est une bonne question. Je pense que quelque chose auquel on s'attend pas, mais je serais très surpris qu'il ne change pas, c'est vraiment le côté tarification dans le milieu juridique. Donc, tu sais, en ce moment, vraiment, le statu quo, c'est on charge de l'heure et puis on est capable de calculer ses heures de travail puis ensuite juste charger ça au client. Et puis, l'IA, ce que ça vient faire, ben, c'est que ça brouille vraiment ce système-là parce que, bien sûr, non seulement l'avocat est beaucoup plus efficient, mais aussi le temps que ça prend à l'IA à générer quelque chose qui va aider grandement pour un cas particulier. Comment est-ce qu'on fait pour tarifier tout ça? Est-ce qu'on va créer peut-être des bundles pour un type de cas particulier ou bien est-ce que à partir de maintenant, tel type de problématique est chargé à tant de l'heure versus une autre qui est plus facile à faire avec l'IA et chargée à un autre cours. Donc, c'est sûr que du côté comment charger les clients et entretenir cette relation financière avec eux va, je pense, beaucoup changer avec tout ce qui est intelligence artificielle. On va arrêter de parler des avocats un petit peu puis des juristes pour se diriger vers le profil que je représente moi-même, soit les étudiants en droit. Tu penses que l'IA peut être utilisée comment pour rendre leurs études plus optimales ou encore pour les aider à travers leur cheminement scolaire? Très bonne question et c'est of course notre passion. La chose numéro 1, c'est la compréhension. Je pense que la chose que j'entends le plus souvent, puis surtout on est en fin de session en ce moment, on l'a vu avec les étudiants, c'est j'arrive pas à croire à quel point un concept était simple, mais était difficile d'accès à cause de la manière qui est formulée ou à cause de la vieille source qui juste a jamais été mise à jour et donc que je comprends pas. Donc, utiliser un système comme Legal Census, Seamus Pug, mais c'est vrai, avoir le document ouvert, puis ensuite, à côté, toutes les explications que tu pourrais vouloir pour peu importe le sujet, c'est quelque chose qui complètement transforme la manière que ton cerveau fonctionne. Puis surtout, je te dirais, ça te donne cette allure ou ce sens de confiance qui ensuite te permet de dire, ben, je peux vraiment étudier en droit ou je peux vraiment étudier dans n'importe quelle matière éventuellement. Tu as tellement raison. Puis, tu sais, moi-même, j'utilise exclusivement Legal Census pour étudier. Et là, comme tu l'as dit, on vient de finir nos examens finaux, donc je l'ai beaucoup utilisé, c'est sûr. Et honnêtement, je m'en veux de pas avoir eu l'idée avant de débuter mes études, parce que durant la première session, ma plus grande frustration, c'était qu'en plus d'être une nouvelle manière d'apprendre, un nouveau domaine, en fait, littéralement à apprendre, puis en plus avoir beaucoup de lectures à faire, c'est sûr, ben le jargon en soi est tellement différent. Il y a des termes qu'on utilise dans la vie courante. Je prends l'exemple de répétition, okay, de répéter. Ben, c'est une définition différente dépendamment du contexte. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose, mais en droit, c'est autre chose. Et puis, ben, tu lis une première fois, tu penses que tu le comprends, mais avec ta définition populaire, on va dire. Mais là, tu te rends compte en ouvrant un autre dictionnaire juridique ou en ouvrant une autre base de données juridique que, boy, ça veut dire autre chose finalement. Et à chaque phrase,
sais, il y a des termes qui ont une définition différente ou encore des termes qui sont vraiment exclusifs au droit, voulant dire que si t'es pas en droit, tu les connaîtras pas. Donc, en fait, c'est une passion, je pense, du monde juridique, de complexifier des choses qui auraient pas raison de l'être de base. Mais vraiment, j'avais comme mon code civil, ma jurisprudence, un dictionnaire régulier, puis un comme dictionnaire juridique d'ouvert. Puis entre toi et moi, il faut une grosse table pour pouvoir fitter toutes ces ressources-là là-dessus. Et une de nos fonctions, d'ailleurs, qu'on a développées pour répondre à cette frustration-là chez moi et chez d'autres, en fait, c'est littéralement, on met une jurisprudence, une doctrine, quoi que ce soit dans Legal Census, et ça va nous extraire toutes les définitions et la terminologie exclusive en droit et aussi des termes qui ont des définitions différentes dans la vie courante que dans le monde juridique pour que, à même notre jurisprudence, eh bien, on n'ait pas à consulter d'autres sources, on puisse simplement hover par-dessus un terme et voir la définition qui sort. Donc, c'est vraiment l'intention. Puis c'est drôle parce que l'histoire de Legal Census, c'est une histoire de mes frustrations personnelles. C'est un peu ça. Et on dit toujours que c'est le meilleur type de business à partir, hein, c'est sûr. Puis moi, je te dirais même, comme au-delà de tout ce qui est droit, Legal Census, le concept de ce que c'est et d'apprendre de cette manière interactive, c'est tellement utile que même moi, dans mes cours en ce moment, pour pouvoir étudier, je mettais des documents qui n'avaient rien à voir avec le droit et pourtant, ça m'aidait quand même parce que justement, cet accès tout de suite à des définitions, des sommaires, etc., c'est quelque chose qu'on peut pas le quantifier. Il faut l'essayer puis on voit exactement c'est quoi l'impact. Ben oui, puis c'est pour ça que notre slogan, le droit en 3 dimensions, est si important, tu sais. Donc, l'apprentissage en général, le système académique en général, oublions le droit pendant 30 secondes, là, est déjà arriéré. Donc, c'est très unidimensionnel. Bon, à part quelques exceptions, c'est noir sur blanc, c'est des lectures et bien évidemment, c'est vraiment accru en droit, là. Mais imagine-toi les gens dyslexiques, dysphasiques ou encore, tu sais, qui aiment tout simplement pas lire. Est-ce que ça va faire des mauvais juristes? Non. Qui a dit ça? Mais est-ce que ils ont le même accès aux écoles de droit, aux facultés de droit et tout ça? Non plus. Donc, de pouvoir étudier à sa manière, d'adapter son style d'apprentissage de manière interactive, de manière dynamique, ben selon moi, ça fait des dizaines d'années que ça aurait dû être mis sur le marché. Ça n'avait pas été fait. Encore une fois, très bien dit. Et là, une question un petit peu plus personnelle, là, c'est pas une science exacte, mais est-ce que selon toi, utiliser l'IA pour un devoir, un examen, un travail, est-ce que c'est tricher? Moi, la comparaison simple que je fais toujours, c'est est-ce qu'utiliser une calculatrice, c'est tricher? Si on n'a jamais réussi à te convaincre que non, moi, j'arriverai pas à te convaincre que l'IA, c'est pas tricher. Wow! Très bien dit. Non, mais moi, j'aime ça. Je trouve ça drôle à quel point les professeurs, des fois, ont des techniques différentes pour nous empêcher d'utiliser l'IA ou encore, même si c'est des examens à livre ouvert, je veux dire, là, durant nos examens. Donc, il y en a qui disent, OK, faites imprimer nos 1000 pages de cours puis de lecture. Fait que comme ça, vous n'utilisez pas l'IA, mais l'examen va quand même être sur l'ordinateur. T'sais. Donc, plein de techniques comme ça que je me dis, coudonc, OK, peut-être que les gens vont vraiment devoir penser par eux-mêmes, mais c'est pas meilleur pour l'environnement pareil. Donc, c'est un peu ça. Et en fait, une grosse critique de l'IA là, qu'on entend récemment, c'est les hallucinations. Beaucoup de juristes à qui je parle se disent « Ah, on a vu un cas aux États-Unis que l'avocat avait utilisé l'intelligence artificielle et puis que ça avait cité des cas qui n'existaient même pas. » Donc, comment en fait mitiger ce risque-là au niveau de l'hallucination? Est-ce que c'est même en fait un risque qui mérite d'être discuté actuellement? Mais c'est sûr que c'est un risque qui mérite d'être discuté. Puis d'ailleurs, tu te rappelles, quand on faisait justement la fonction code civil en scénario, c'est quelque chose qui était très important. Hein? On ne voulait pas sortir des codes qui n'existent pas ou bien faire des résumés qui n'existent pas non plus. Et donc, tout ça part, comme je disais, d'avoir une fondation pour l'IA qui est seulement tirée d'un corps de texte particulier. Et donc, ça réduit d'une façon astronomique les hallucinations parce qu'on passe d'essayer de prédire le prochain mot en fonction de rien à prédire le prochain mot en fonction de la source qui, elle, est déjà véridique. OK. Si je te laissais faire un pitch de 60 secondes, là, un elevator pitch, comme on dit si bien en affaires, pour vendre Legal Census à un étudiant qui rentre en droit, qui n'a jamais entendu parler de ça, tu dirais quoi? OK. Bon, je vais essayer de me mettre Charles, bébé, pas de barbe, qui commence. Qu'est-ce que je lui dis? Je pense on dirait quelque chose comme ça. Le droit, c'est exigeant, c'est demandant, mais ça n'a pas besoin d'être démotivant. Il n'y a pas besoin d'être statique, il n'y a pas besoin de passer 12 heures assis à se tourner les pouces parce qu'on ne comprend rien. Donc, la solution, c'est Legal Census. Un document
un sidebar et toute la compréhension que tu pourrais vouloir de toute ta vie. Et tu me crois pas? Va l'essayer. J'adore. Hey, main d'applaudissement. On met un petit effet sonore. Là, c'est très bon, très bon. Pas convaincu, comme tu l'as dit, allez l'essayer. Est-ce que, selon toi, à un certain point, l'IA va être capable de rendre des décisions juridiques? Donc, est-ce que l'IA, sans remplacer le système de justice actuel et puis remplacer le rôle des juges, est-ce que tu penses qu'à un certain point, on pourrait être en mesure de régler des conflits entre individus avec l'IA? Moi, je pense que oui. C'est sûr que j'ai jamais été arbitre ou médiateur, mais dans cette sphère-là, je pense que on est capable d'aller chercher assez d'objectivité avec l'IA pour justement rendre des solutions beaucoup plus rapides et honnêtement beaucoup plus adaptées à un cas spécifique en moins de temps, avec moins d'argent, parce que comme on le sait, c'est vraiment dispendieux. Je faisais des recherches là-dessus l'autre fois, puis j'arrivais pas à en croire mes yeux. Donc, on peut aller vraiment sauver du temps puis utiliser l'IA pour tout ce qui est peut-être plus petit et aussi moins nécessairement désastreux en termes de conséquences de décision. Et comment tu vois le mix IA et droit, ou droit et IA, en fait, dans le prochain 10 ans? Donc, si on se reparlait, on fait une autre étude de 100 mètres dans 10 ans, tu penses que ça va être rendu où, l'intégration de l'IA en droit? Je pense qu'à ce point-là, ou du moins j'espère, les gens vont avoir un peu internalisé ce concept qu'il faut que ça soit notre coéquipier. Donc, je serais pas surpris de voir les gens se trimballer avec leur PIN AI qui enregistre leur journée puis qui leur donne des sommaires. Je serais pas surpris de voir que sur leur ordinateur, tous les juristes ont un petit assistant qui connaît les cas actuels, qui connaît les jurisprudences puis qui peut aller faire du travail avec eux. Je pense que la phrase qui est probablement parfaite pour ça, c'est « dans 10 ans, ça va être main dans la main avec l'IA ». OK, donc là, on passe au dernier segment du podcast, mais celui que j'attendais avec impatience. Oh boy. OK? C'est controversé, je t'avertis, des questions controversées, mais je veux aussi des réponses quelque peu controversées, OK? Donc, est-ce que t'es consentant? Depuis que c'est pas mis hors contexte, mais je te connais, c'est déjà perdu d'avance. OK. Est-ce que l'IA est plus intelligente que certains humains? Oh boy, Charles, qu'est-ce que tu me fais? Je te réponds avec « Est-ce que certains humains sont plus intelligents que certains humains? » Oui. Donc? À toi de me le dire. Oui. Est-ce qu'utiliser l'IA rend lâche? Non. Ce qui est lâche, c'est de jamais poser de questions, jamais lever sa main, ne pas être curieux, pas utiliser les outils qu'on a à notre disposition pour devenir des meilleurs juristes. On parle beaucoup de réglementation de l'IA. Soit des universités, des entreprises privées, des gouvernements qui mettent des freins à son utilisation. Penses-tu que ça peut faire une réelle différence? Honnêtement, non, ça fait absolument rien. Je pense que cette approche de dire « Ah, l'IA existe, donc on va se mettre la tête dans le sable puis on va tout bloquer », c'est vraiment contre-productif. Et au contraire, ce qui va permettre aux entreprises de progresser, c'est de réaliser que l'IA est déjà dans l'entreprise, est déjà dans le milieu. Tous les jeunes, même les adultes, le nombre de personnes, le nombre de messages que je reçois, je vous promets, peu importe où vous êtes en ce moment, l'IA fait partie de votre organisation. Donc, au contraire, être capable de développer quelque chose pour vous-même, de développer quelque chose et de mettre des règles en place pour s'assurer que ça fasse un bien fou au lieu de des dommages irréparables, c'est ça qui est important. J'adore. Ben, merci beaucoup pour t'avoir prêté au jeu, OK, des questions controversées. C'est pas tout le monde, bien évidemment, qui est ouvert comme tu l'es, mais je m'y attendais quand même parce que t'es quand même dans l'équipe de Legal Census. C'était pas super. Je l'espère. Donc, petite dernière question avant de clore le tout et de passer au prochain épisode dans quelques semaines. Donc, si t'avais des conseils à donner aux auditeurs, aux étudiants qui nous écoutent actuellement sur comment utiliser l'IA de manière responsable au quotidien, tu leur dirais quoi? Très bonne question. Je vais les laisser avec 3 points importants. Le premier, soyez curieux. Pour la première fois de l'histoire, on peut poser toutes nos questions de l'âge de 5 ans à l'âge de 85 ans à quelque chose qui va nous répondre. Donc, soyez curieux. La deuxième, c'est soyez honnête. Vous avez utilisé l'intelligence artificielle, cachez-vous-en pas. Les autres sont avec vous, ils commencent à l'utiliser aussi. Partagez vos prompts, partagez vos expériences, soyez honnête. Et finalement, utilisez Legal Census, bien sûr.
J'adore. Hey, un grand merci Samuel. Nous avons rejoint pour ce 4e épisode déjà de 100 mètres. D'ailleurs, pour ceux et celles qui nous écoutent actuellement, je tiens à vous dire une petite surprise en fait. On a caché certains indices dans le podcast sur ce qui s'en vient pour l'équipe de Legal Census. Donc, on parle de prochains produits, de prochaines fonctionnalités ou encore de nouvelles qu'on va annoncer. Eh bien, essayez non pas de le réécouter le podcast, mais peut-être d'écrire en commentaire. C'est quoi vos hypothèses? Vous pensez qu'on se dirige où et quelles sont les nouvelles qu'on va annoncer dans les prochaines semaines. Donc sur ce, un grand merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce 4e épisode de 100 mètres et on se revoit dans le prochain épisode.